Et bonjour donc à tout le monde. Je n'entends pas. J'espère que vous attendez. Hein. Si vous attendez, faites-moi signe. Cette audience a été convoquée par la Chambre eu égard à la détention des deux accusés. Et avant de nous intéresser au fond de l'affaire qui nous occupe aujourd'hui, la Chambre sait que dans l'ordonnance, il est indiqué que cette audience va avoir lieu à huis clos. Mais la question s'est posée au sein de la Chambre. Pourquoi à huis clos? Puisqu'il ne veut pas y avoir de discussion relative à un état de santé quelconque. Donc je me permets de me tourner vers les parties et de leur demander pourquoi ils sont d'avis que cette audience devrait avoir lieu à huis clos. Le procureur, M. MacDonald, Monsieur le Président, Madame, Messieurs les juges, il se peut qu'il y ait quelques questions qu'il faudra aborder à huis clos. Peut-être que nous pourrions tout simplement passer à huis clos pour cela. Il se peut qu'il y ait quelques modalités opérationnelles que nous ne pourrons pas partager avec le public. Je vois que M. Dubuisson semble hocher du chef. Mais hormis ces modalités, je pense que nous pourrons effectivement rester en audience publique. Le Président, la représentation légale des victimes, Maître Massiva, nous partageons ce point de vue, car nous pensons qu'il va dans l'intérêt de nos clients d'avoir une audience publique, d'autant plus qu'il ne faut pas oublier que cette ordonnance a déjà d'ailleurs provoqué quelques préoccupations pour ce qui est de nos clients. Donc je pense qu'il serait utile d'elle d'être en audience publique. Le Président, je vous remercie. Maître Altit. De Laurent Gbagbo, nous n'avons pas naturellement d'objection à ce qu'une partie des débats se tienne en public, mais il est tout à fait évident qu'il y aura certains moments où nous discuterons de questions tout à fait délicates et particulières et nous demanderons le huis clos. Mr. Knops. Le Président, Maître Knops, bonjour Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs les juges, nous n'avons aucune objection à ce que cette audience ait lieu en audience publique. Le Président, merci beaucoup. Et bien entendu, c'est absolument évident et manifeste, comme nous l'avons toujours fait, si le besoin s'en fait ressentir, nous passerons à huis clos, ou à huis clos partiel d'ailleurs. Donc c'est une question de principe, tout simplement. Et si l'une ou l'autre des parties le demande, nous déciderons de passer en fonction de la requête. Si cela est nécessaire, nous déciderons, disais-je, de passer à huis clos. Donc, nous allons donc avoir cette audience, non pas à huis clos comme cela a été précisé dans l'ordonnance, mais en audience publique, et nous pouvons maintenant nous intéresser au fond de la question. Il est donc expliqué dans l'ordonnance pourquoi la Chambre estime qu'une audience devait être convoquée sur la question. Et je donne maintenant la parole aux parties. Je commencerai par le bureau du procureur, puis nous entendrons la représentation légale des victimes, ensuite les deux équipes de la défense, puis le greffier ou les représentants du greffe, une fois qu'ils auront entendu le point de vue de toutes les parties. Monsieur le procureur, vous avez la parole. Monsieur MacDonald, merci Monsieur le Président. Je m'interrogeais et me demandais si nous devions commencer. Le Président. Écoutez, il s'agit d'une décision proprio motu. Nous ne pouvons pas commencer. Monsieur MacDonald, je le comprends tout à fait, mais quoi qu'il en soit, ce que je voulais dire, Monsieur le Président, c'est que cela ne nous pose pas de problème. J'ai un certain nombre de questions à présenter et, à titre d'information, je ne sais pas quelle était la durée de cette audience prévue par la Chambre, mais je vais parler pendant 45 minutes pour que vous le sachiez, Monsieur le Président, et pour que vous puissiez gérer la conduite de ces débats. Le Président, oui, nous avions envisagé une audience de 2 heures environ. Monsieur MacDonald,
Alors en guise d'introduction, je vous dirais que nous présentons ces éléments dans le vide, en ce sens que l'accusation n'est absolument pas informée de renseignements relatifs à certaines choses qui ont été présentées au cours des 7 dernières années. En conséquence, il faut comprendre notre intervention dans ce contexte. Ceci étant dit, Monsieur le Président, l'accusation va s'intéresser aux questions au sujet desquelles la majorité de la Chambre a demandé des observations, à savoir le caractère approprié d'une mise en liberté provisoire à cette étape de la procédure et à titre alternatif, nous nous intéresserons également aux modalités et à ce qui, d'après nous, devraient être des conditions strictes que la Chambre devrait imposer si elle devait faire droit, à ce stade de la procédure, à cette demande de libération provisoire ou de mise en libération provisoire. Alors je vais présenter les arguments relatifs à chacun des accusés de façon séparée parce qu'il y a différentes considérations dont il faudra tenir compte. Eu égard à M. Gbagbo, la question dont est saisie la Chambre consiste à savoir si, à cette étape de la procédure, il y a eu ou non changement des circonstances de M. Gbagbo depuis que ce dernier examen a eu lieu. Cet examen a eu lieu il y a 8 mois, en avril 2017, pour être précis. Et à cette occasion, la Chambre avait conclu à la majorité qu'il n'y avait pas de changement de circonstances eu égard à la santé de M. Gbagbo et eu égard aux autres critères. Et la Chambre avait conclu qu'il ne disposait pas d'informations qui auraient pu justifier que l'on demande et ordonne la libération de l'accusé. Et cela fait l'objet du paragraphe 38 de la décision du mois d'avril. Pour autant que le procureur le sache, rien n'a été modifié, rien n'a changé depuis ce moment-là. Alors je vous dirais brièvement, eu égard à la demande de libération de M. Blégoudet, il s'agit de quelque chose qui, de façon manifeste, n'est pas justifié, n'est pas approprié. Et je vais vous expliquer pourquoi. Premièrement, il n'a jamais demandé une mise en liberté provisoire. Et comme je vais étoffer mon propos pendant mon intervention, et je vous le démontrerai, et il se peut que la Chambre n'ait pas été consciente de cela lorsqu'elle a rendu cette ordonnance, nous considérons qu'il existe un véritable risque de fuite, puisque en 2013, lorsqu'il fut arrêté au Ghana, il avait de faux passeports de la Côte d'Ivoire et du Mali, ainsi que de fausses cartes d'identité du Mali et du moment où cette audience a lieu maintenant. Excusez-moi, il y a eu un appel. Nous sommes d'avis, et je vous dirais qu'à cet égard, nous sommes entièrement d'accord avec Madame la juge Herrera Carbuccia, et je fais référence au paragraphe 4 de son opinion dissidente. Nous sommes d'accord, disais-je, pour dire qu'un réexamen proprio motu de la détention des 2 accusés fait courir un risque, le risque de prédéterminer, ou au moins de sembler prédéterminer, les requêtes pendantes de la défense aux fins de jugement d'acquittement, étant donné que rien n'a absolument changé depuis le dernier examen de la détention de M. Gbagbo. Et étant donné que le comportement passé de M. Blégoudet, comme je vais vous l'expliquer, démontre qu'il existe véritablement dans son cas un risque sérieux de fuite, il est difficile de voir comment une décision de mise en liberté des accusés pourrait sembler être autre chose qu'une décision relative au fond de l'affaire
qui leur est reproché, à savoir il s'agirait d'une prédétermination relative à des questions au sujet desquelles vous devez prendre votre décision. Si par ailleurs vous deviez décider de réexaminer la détention des deux accusés après avoir déterminé le sort réservé aux requêtes présentées par la défense aux fins de jugement d'acquittement, alors la situation qui est d'examiner la détention continue des accusés. En cas d'acquittement partiel, la décision pourrait avoir un effet sur les facteurs retenus à l'article 58.1b, en ce sens que cela pourrait avoir une incidence sur la gravité des charges présentées. Facteur pertinent pour évaluer les risques au titre de l'article 58.1b. Et je fais référence au paragraphe 54 de la décision 278, ainsi qu'au paragraphe 54, 66 et 67 de la décision 992. Et je vous demande, Monsieur le Président, une petite seconde d'indulgence. Sorry, Your Honors. Excusez-moi, Monsieur le Président. Tout comme s'il était décidé de poursuivre l'examen de toutes les charges contre les accusés, cela pourrait avoir comme effet l'augmentation du risque qu'ils ne comparaissent pas pour leur procès. L'accusation fait remarquer qu'au TPY, puisqu'il y a une expérience passée à ce sujet, l'impact d'une décision d'abandon des charges pour insuffisance des charges a été considéré comme pertinent pour évaluer si la mise en liberté provisoire était justifiée. Je fais référence au paragraphe 19 à 21 de la décision rendue le 11 mars 2008 dans l'affaire Perlich. Je pourrais vous donner les références exactes ultérieurement, Monsieur le Président. Toutefois, et là, je vous dirais que l'accusation est absolument d'accord avec l'opinion dissidente exprimée par Madame la juge Herrera Carbuccia. La Chambre doit avant tout rendre une décision au sujet des deux demandes pendantes de la défense aux fins de jugement d'acquittement. Et nous sommes véritablement à une phase absolument essentielle de ce procès, avec des requêtes et des demandes d'acquittement qui sont pendantes. Pourquoi maintenant procéder à un examen ou un réexamen de leur détention? Ni M. Gbagbo ni M. Blegoudé n'ont demandé une mise en liberté provisoire. Et comme l'a indiqué le juge précédent, lorsque le 22 novembre se termina l'audience relative à l'abandon des charges pour insuffisance de charges, une décision a été rendue. Il a été dit qu'une décision serait rendue au sujet des requêtes présentées par la défense aussi rapidement que possible. La Chambre avait reçu toutes les écritures et tous les arguments oraux dont elle avait besoin pour délibérer et pour rendre une décision au sujet des requêtes de la défense. Tout ce qui est exigé maintenant et requis maintenant est que vous procédiez à un examen rapide de ces requêtes. Alors je vais maintenant m'intéresser au caractère approprié de cette demande de liberté provisoire pour M. Gbagbo. Comme je vous l'ai indiqué un peu plus tôt, l'accusation avance qu'il n'y a absolument aucun changement de circonstances qui pourrait justifier la modification de sa détention en application de l'article 60, paragraphe 3 du statut, et ce depuis le dernier examen de la Chambre en avril 2018. Donc il y a 8 mois. Si l'on prend en considération tous les facteurs, il faut savoir que le fait que du temps s'est écoulé depuis ce dernier examen ne signifie pas pour autant que la détention de M. Gbagbo soit déraisonnable. Et d'ailleurs, je vous renvoie à une décision rendue par cette Chambre, la décision 992, paragraphe 75 à 79, je fais référence également au paragraphe 48 à 60 de la décision 1038 et à la décision 1156 et plus précisément à son paragraphe 38. En conséquence, aucune modification, aucun changement n'est justifié. Outre le passage du temps, les conditions
qui sont régis par l'article 58 dans son paragraphe premier continuent à être respectés. Et la détention continue de M. Gbagbo est nécessaire pour garantir qu'il comparaisse à son procès ou pour s'assurer qu'il ne mette pas en danger ou qu'il ne pose pas de problème aux procédures en cours ici. Monsieur Gbagbo continue à avoir le mobile pour la motivation plutôt pour s'échapper ou pour disparaître, étant donné qu'il se trouve confronté ou que lui sont reprochées des charges très graves qui risquent de se solder par une déclaration de condamnation avec une peine élevée. Il a de moyens pour le faire. J'en veux pour preuve son réseau de sympathisants et qui pourrait pour lui enfreindre la loi. Et il a les moyens pour mettre en danger la procédure en utilisant le même réseau. Les charges dont il doit répondre restent les mêmes, ils sont graves. La seule différence, c'est que 8 mois se sont écoulés depuis. L'accusation rappelle que la Chambre, et comme l'a indiqué de façon très très claire la Chambre d'appel, rappelle que la détention peut être justifiée même s'il n'existe pas une probabilité élevée que les accusés pourraient ne pas se présenter ou pourraient présenter des obstacles à la procédure. Et je fais référence au paragraphe 16 de la décision 846. Il suffit tout simplement que cette possibilité existe. C'est indiqué dans ce paragraphe. Les charges retenues contre M. Gbagbo, à savoir crimes contre l'humanité, meurtre, viol, persécution et autres actes inhumains, sont des charges extrêmement graves qui pourraient aboutir à une déclaration de culpabilité avec une fixation de peine élevée. La majorité de la Chambre a d'ailleurs précédemment conclu qu'au vu... Bon, j'ai envoyé le lien là, vous pouvez regarder, je viens d'envoyer ça. Gbagbo a visiblement une c'est incitation le lien qui est là que je viens d'envoyer, pour ceux qui veulent regarder. À se soustraire à la justice pour éviter ce scénario. M. Gbagbo dispose, ou à sa disposition, un réseau très bien organisé de sympathisants qui pourrait faciliter son voyage vers un État non parti ou vers un autre pays qui ne respecterait pas forcément les ordonnances rendues par la Cour, ou en d'autres termes, qui pourrait donc représenter un obstacle pour la procédure. Nous l'avons vu d'ailleurs en octobre et nous l'avons vu une fois de plus en novembre. Nous avons vu comment ici à La Haye, en octobre, des centaines de personnes ont bloqué les rues ici et ont en quelque sorte retardé le début de la procédure parce que M. Gbagbo et M. Blegoudé n'ont pas pu se présenter à la Cour à l'heure indiquée. Et permettez-moi d'ajouter que M. Gbagbo récemment a revendiqué la présidence de son parti politique, le FPI, ce qui illustre qu'il a à sa disposition les moyens et le soutien de la base. Donc tout est dit, hein. Il a revendiqué la présidence du FPI. Lors de ses arguments précédents, le débat est clos. Eu égard à la détention, et je fais référence une fois de plus à la décision rendue par la majorité, décision 1038-1156 également, le réseau des sympathisants de M. Gbagbo a démontré à maintes reprises son intention de perturber la procédure devant la Cour et de saper le procès. Donc cela continue à représenter un risque tangible. Une fois que M. Gbagbo n'est plus... hors d'atteinte de la Cour. M. Gbagbo, par le truchement de ses sympathisants, a les moyens de faire en sorte de se soustraire à la compétence de la Cour, et ses sympathisants ont déjà démontré qu'ils étaient tout à fait disposés à laminer les orientations données par la Cour. Il y a de nombreux exemples en la matière, et les mêmes considérations sont valables pour ce qui est de l'obstruction et des obstacles lors de la procédure. J'aimerais maintenant aborder le cas de M. Blegoudé. C'est la première fois que la détention de M. Blegoudé fait l'objet d'un réexamen. Et je devrais en fait mettre en exergue la condition requise par l'article 58.1 petit a du statut qui doit être respectée, à savoir qu'il existe
des motifs raisonnables de croire que M. Blégoudet a commis des crimes relevant de la compétence de la Cour. Outre cela, nous avons avancé que les conditions requises par l'article 58.1b sont c'est pas une chaîne. Je vous ai donné, la détention de M. Blégoudet Regardez en haut là-bas, je vous donne le lien pour garantir sa comparution lors du procès et pour s'assurer qu'il ne mette pas en danger les procédures en cours devant la Cour. Premièrement, les charges retenues contre M. Blégoudet sont graves et risquent d'aboutir à une peine élevée. Les conclusions qui ont été tirées relativement à la gravité des charges de M. Gbagbo sont également applicables à M. Blégoudet, même si les incidents ou les événements qui sous-tendent les charges contre les deux accusés ne sont pas identiques. Deuxièmement, comme je l'ai déjà indiqué, M. Blégoudet pose le risque de se soustraire à la justice. Et je vais vous décrire ce à quoi je faisais référence au début de mon intervention. Après son dernier rassemblement, le rassemblement du 26 et 27 mars 2011, c'est un rassemblement qui a eu lieu à la place de la République à Abidjan. Et c'est le témoin P87 et P88 qui ont témoigné à ce sujet. Vous avez des extraits vidéo. Il faut savoir que M. Blégoudet a disparu jusqu'au moment où il s'est enfui au Ghana. Il a été arrêté au Ghana le 17 janvier 2013 et par la suite fut extradé vers la Côte d'Ivoire où il a été détenu jusqu'à son transfèrement au siège de la Cour le 22 mars 2014. Il est important de se souvenir également que depuis le 7 février 2006, M. Blégoudet faisait l'objet de sanctions ciblées de la part des Nations Unies. Il faut savoir fondamentalement qu'il faisait l'objet d'une interdiction de voyage et que ses actifs avaient été gelés. Et ce, du fait de son comportement passé et de ses actes perturbants en Côte d'Ivoire. Le groupe d'experts des Nations Unies sur la Côte d'Ivoire, et là je fais référence à leur rapport définitif du 17 avril 2013, le document CIV OTP 0042-0686, a déclaré que alors qu'il était en fuite, et puisqu'il était en fuite, M. Blégoudet a enfreint à la fois son interdiction de voyage ainsi que la restriction de ses actifs. Toutefois, et ce est encore plus perturbant, mais c'est un fait extrêmement important que cette Chambre doit prendre en considération, alors qu'il se cachait, M. Blégoudet a obtenu un certain nombre de faux documents d'identité pour faciliter ses déplacements au-delà des frontières nationales. Et je vais donc vous indiquer ce dont il s'agit. Dans un premier temps, un faux passeport malien avec un faux nom, et je fais référence au document CIV OTP-0042-0686 à la page 0953, avec l'aval de la Cour ou de la Chambre, et avec et je m'adresse à la défense d'audience car je souhaiterais que ce document puisse être affiché sur nos écrans. Thank you. Now, you can see. Merci. Donc, vous voyez, ce sont des documents qui ont été saisis lors de l'arrestation de M. Blégoudet.
de M. Blé-Goudet et non pas de M. Gbagbo, comme je venais de le dire. Donc, lors de l'arrestation de M. Blé-Goudet au Ghana. Alors, je vais maintenant Ils sont en faire guerre. Il faut référence et vous qu'ils montrer prennent un faux le papier faux pour pouvoir passeport sortir. ivoirien. Tu veux qu'il n'a qu'à rester là-bas, ils vont le tuer quoi. Avec Ah, un moi, faux ça nom. l'était là. Là, il s'agit du même document et de la page 0954. Il s'agit donc du même document, à savoir le rapport du même groupe d'experts des Nations Unies. Là, vous voyez. Je vais maintenant faire référence à une fausse carte d'identité malienne, toujours avec un faux nom. Et cela fait l'objet de la page 0955 du même document. Bring you to a false Beninese identity card, again under a false name, at 0956. Et là, il s'agit donc d'une fausse carte d'identité béninoise avec un faux nom, document 0956, qui est maintenant affiché sur vos écrans. Vous n'entendez pas? Alors, le gouvernement du Bénin, et je dois vous dire au sujet de ces documents que ça va maintenant le son, ça va? le procureur a également obtenu Si des ça va, exemplaires dites-moi. de la part des Tant que autorités j'ai trop ivoiriennes remonté. qui ont été, ces exemplaires ont été communiqués aux équipes de la défense. Alors, je vous parlais donc du gouvernement du Bénin qui a diligenté des enquêtes au sujet du dernier document. Pour ce faire, ils ont arrêté 2 officiers béninois pour qu'ils répondent à leurs questions. D'après les autorités béninoises, la mairie de la ville de Porto Novo a créé une carte d'identité avec le nom que vous avez vu sur vos écrans, donc carte d'identité au nom de Armand Dossevi, sans pour autant qu'il n'y ait de photographie ou d'empreinte digitale. Et puis par la suite, et ce de façon frauduleuse, la photo de M. Blé-Goudet a été ajoutée. D'après les autorités béninoises, il est manifeste il est clair que les autorités de Porto Novo étaient complices dans cette activité de falsification. Je fais référence à la page 0957 pour le rapport des autorités béninoises. Point n'est besoin de l'afficher à l'écran, mais sachez que vous pourrez le trouver sous cette cote ERN. Alors, au égard au passeport ivoirien de M. Blé-Goudet, il a été délivré par une certaine Madame Blé-Bernardine Gisèle, sous-directrice de la police des frontières et de l'aviation, qui semble être la même autorité signataire qui a délivré un faux passeport au commandant Anselme Sekayapo, ancien aide-de-camp de Madame Simone Gbagbo. Et cette information, ce document, figure ou est attaché pour crime contre l'humanité, au rapport précédent du groupe des experts des Nations Unies que l'on peut trouver au document CIVOTP 00210125 aux pages 0370 et 0371. Et là, vous pouvez donc voir les faux passeports de M.
ces cas. Je ne vais pas en demander l'affichage, mais ils sont disponibles si la Chambre souhaite les consulter. Troisièmement, nous avançons que M. Bégoudé, à l'instar de M. Gbagbo, dispose d'un réseau de sympathisants bien organisé, qui inclut d'ailleurs les sympathisants de M. Gbagbo. Ce réseau pourrait donc tout à fait faciliter le déplacement de M. Bégoudé vers un État non parti ou vers un pays qui ne respecterait pas les ordonnances de la Cour ou qui, d'une autre façon, fera obstacle à l'enquête ou à la procédure devant la Cour et en compromettra le déroulement. Et ce, au sens de l'article 58 1b petit 2. Et en dernier lieu, nous avançons que la détention continue de M. Bégoudé n'est pas déraisonnable au vu des circonstances en l'espèce et M. Bégoudé a été détenu pour une période qui est inférieure à 5 ans, ici, à la CPI. C'est tout ça va. Plaisanter comme ça. Alors au cas où la Chambre serait disposée à ordonner la mise en liberté provisoire de l'un ou l'autre des accusés ou des deux accusés, je souhaiterais maintenant vous parler des modalités. Mais il est important de ne pas oublier que nous avançons, que la détention des deux accusés devrait se poursuivre. Donc, c'est à titre alternatif que je m'intéresse maintenant aux modalités et aux conditions strictes que la Chambre devrait imposer. Nous avançons également que toute mise en liberté provisoire devrait être octroyée seulement sur la base de conditions strictes. Et ces conditions devraient en fait avoir trois objectifs. Tout d'abord, minimiser le risque de non-comparution dont je vous ai parlé précédemment, et il s'agit de risques qui ont été reconnus ou identifiés pendant toute l'affaire. Deuxièmement, la protection de l'intégrité de la procédure en cours, toujours au terme de l'article 58 1 petit b petit 2. Et troisièmement, le fait, et d'ailleurs je le dis, c'est à cause de la nature de cette affaire, c'est également du fait des personnalités des deux accusés, de ce qu'ils représentent et de l'impact que leur mise en libération aurait pour tout État où ils seraient mis en liberté. Il ne faut pas oublier l'aptitude des deux accusés à attirer de vastes foules de sympathisants qui présentent leur cause. Et ça fait 5 fois que tu répètes ça, on a compris. L'impact de sécurité que cela et l'impact pour l'ordre public, pour tout État vers lesquels les deux accusés seraient envoyés. Alors avant de nous intéresser aux conditions précises, je dirais qu'il ne faudrait pas oublier une question qui me semble la plus fondamentale. Il s'agit, n'oublions pas, les principes qui permettent d'identifier un tel État. Il s'agit de principes juridiques, car avant d'octroyer la mise en liberté conditionnelle d'un accusé, la Chambre doit dans un premier temps identifier un État qui sera disposé à accepter le dit accusé. Ça, c'est dans un premier temps. Et deuxièmement, il faut qu'il s'agisse d'un État qui peut justement mettre en œuvre les conditions qui devraient être imposées par la Chambre à cet égard. Et j'aimerais vous rappeler
les principes qui ont été réitérés par la décision de la Chambre d'appel dans l'affaire principale Bemba, je fais référence aux paragraphes 2, 104 et 106 de la décision 631. En conséquence, avant d'imposer des conditions en application de la règle 119.3 et de la norme 51 du règlement de la Cour, la Chambre doit dans un premier temps demander des observations aux États pertinents tels que l'État hôte et l'État vers lequel la personne en question sera mise en liberté. La Chambre ne peut pas tout simplement choisir un État et préciser les conditions sans obtenir une confirmation de la part de l'État, confirmation au sujet des conditions qui seront respectées. Agir ainsi irait à l'encontre de ce qui a été énoncé très clairement par la Chambre d'appel dans l'affaire Bemba et, je cite, « La Chambre préliminaire a commis une erreur en octroyant la mise en liberté conditionnelle sans pour autant préciser les conditions appropriées qui rendent cette mise en liberté conditionnelle viable, en identifiant l'état vers lequel M. Bemba pourrait être mis en liberté et en demandant ou en s'interrogeant pour savoir si l'État sera à même de mettre en œuvre les conditions imposées par la Cour. Il s'agit du paragraphe 106 de la décision 631. Et je pense également que c'est enfoncer des portes ouvertes que de dire que l'accusé ne devrait être mis en liberté que dans un État partie du statut de Rome, parce que sinon, il faut trouver en Europe proche du siège de la Cour, et ce afin de faciliter la présence de l'accusé ici à La Haye. Et à ce sujet, je souhaiterais faire référence à ce qu'a dit dans sa décision 1038 au paragraphe 72 la majorité de la Chambre. Et je cite: « La Chambre, une fois de plus à la majorité, rappelle que la présence de M. Gbagbo n'est pas seulement son droit, mais son devoir. De surcroît, la règle 134 bis et 134 ter du règlement autorise l'absence à titre exceptionnel de la personne accusée, mais cela ne constitue pas une règle établie. En fait, en application de la règle 134 ter du règlement, le fait que l'accusé renonce à son droit d'assister à son procès n'est qu'un parmi les 5 critères cumulatifs qu'il faut appliquer à cette disposition. Fin de la citation. Permettez-moi maintenant d'aborder la question de la Côte d'Ivoire comme État partie, ou comme État susceptible d'accueillir la personne mise en liberté provisoire. Et je vous parlerai du caractère problématique de cela. Bien que la Côte d'Ivoire soit un État partie, nous estimons que l'accusé ne devrait pas être mis en liberté dans ce pays-là. L'accusé doit être présent et en mesure d'assister à la procédure et au procès au siège de la Cour. S'il devait être libéré en Côte d'Ivoire, il y a un risque substantiel que l'accusé ne puisse continuer d'être présent à son procès et l'on ne pourrait le forcer à le faire. Pourquoi cela? Eh bien, parce qu'il y a un mandat d'arrêt délivré par la CPI qui est toujours pendant à l'encontre de Mme Simone Gbagbo. Il en va de même d'une demande en transfèrement à la Cour. Et ce, en dépit du fait que l'affaire a été jugée recevable par la Chambre préliminaire 1 et la Chambre d'appel en décembre 2014 et en mai 2015 respectivement. Qu'à cela ne tienne, en dépit de la décision relative à la recevabilité, le président Alassane Ouattara de Côte d'Ivoire a déclaré le 4 février 2016 qu'il n'enverrait plus de nouveaux Ivoiriens devant la CPI. Pourquoi ? Parce que la Côte d'Ivoire avait un système judiciaire qui fonctionnait. Et le 28 mars 2017, Mme Simone Gbagbo a été acquittée des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre par la Cour d'assises d'Abidjan. Décision qui a été renversée le 26 juillet 2018 par la Cour suprême de Côte d'Ivoire, ce qui laisse présager de nouvelles procédures. Mais le 6 août
2018, le président Ouattara a signé un décret d'amnistie, accordant ainsi l'amnistie à 800 détenus, y compris Madame Gbagbo. Madame Gbagbo vit à Abidjan actuellement, et pour autant que l'accusation le sache, elle n'est fait l'objet d'aucune restriction ni d'aucune procédure pendante. Récemment, la Chambre préliminaire 2 a demandé au greffier de demander aux autorités ivoiriennes de lui envoyer des informations pertinentes qui pourraient avoir une incidence sur la recevabilité de l'affaire. Et l'accusation n'a toujours pas été informée de ces informations. En tout cas, l'accusation n'est pas au courant de quelque information qui aurait été fournie au greffe, que ce soit. En outre, il y a d'autres États partis qui ne respectent pas les ordonnances délivrées par la Cour en matière d'exécution de mandat d'arrêt. Et cela indique que l'accusé ne pourrait être libéré dans de tels pays. Et il en va de même pour les États qui ont déclaré publiquement que M. Gbagbo devait être relâché. Il y a des dirigeants africains qui ont tenu de tels propos. Je ne vais pas revenir sur le cas de l'Ouganda, parce que la question a déjà été tranchée, mais nous estimons néanmoins qu'elle est toujours pertinente. Par conséquent, l'État où l'accusé pourrait éventuellement être relâché devrait être un État parti qui se trouverait donc en Europe et qui serait très près du siège de la Cour. Ainsi, l'on pourrait faciliter la présence continue de l'accusé au procès. En outre, et je crois que c'est un élément très important à retenir, eu égard aux difficultés, au caractère pratique qui consiste à identifier un État disposé à accepter et en mesure de mettre en œuvre des conditions de surveillance imposées par la Chambre, nous recommandons vivement que l'État ainsi identifié devrait être le même, et ce tout au long de la procédure. Et à titre subsidiaire, si cela devait être la décision de la Chambre, autrement dit, si l'accusé doit être libéré, ou si l'accusé devait être libéré dans un état provisoire, et que le procès doit se poursuivre, il nous faudra alors éviter une demande en libération dans un autre état. Une solution à long terme devrait être adoptée d'emblée. Pourquoi? Et ce, parce que cela assure une sécurité juridique et nous permet d'éviter des débats supplémentaires à l'avenir. Permettez-moi maintenant d'évoquer les conditions tendant à minimiser le risque de fuite. Afin de minimiser le risque de fuite de M. Gbagbo et pour garantir sa présence continue au procès, l'accusation demande à ce qu'au minimum, il soit assujetti aux conditions suivantes. De notre avis, la règle 119 est là pour guider la Chambre à établir de telles conditions. Sorry, there's a debate about certain. Je vous prie de m'excuser, nous devions discuter de quelques éléments confidentiels, mais je crois que je peux poursuivre. Je vous prie de m'excuser. Je disais donc que la règle 119 est là pour nous guider à imposer de telles conditions. Et je vous demanderai de faire fi de la demande en expurgation qui vient d'être envoyée. Je pense qu'il convient de faire une pause et de réfléchir sur ce point. Dans le cadre de procédures nationales, en tout cas au Canada, au Timor oriental également, s'agissant de crimes organisés ou de crimes d'une gravité comme celle qui nous intéresse, des conditions strictes sont toujours, et je dis bien toujours, imposées. Ici, ce n'est pas au Canada. Notre institution n'est pas différente. Voilà. Et ne devrait pas être différente.
Pourquoi? En effet, il est grand temps que notre institution fasse preuve d'une maturité juridique et en imposant des conditions strictes qui sont nécessaires et qu'elle applique ces conditions comme cela est prévu à la règle 119. Cela dit, il y a des difficultés. Il existe des difficultés, mais qui ne peuvent nous empêcher d'adopter ces conditions, car difficiles à adopter. Le juge président, qu'est-ce que vous voulez dire par la maturité juridique? Ouais, il se fout des gens. Je ne pense pas que ce soit très poli comme façon de Il est impoli s'exprimer. même. Il est impoli. Enfin, c'est comme ça que je le comprends. Il y a moi ça sale barbe là. Monsieur McDonald, permettez-moi maintenant de parler des conditions. Ne pas sortir des limites territoriales déterminées par la Chambre préliminaire. Petite saleté. Fournir une adresse quant à la résidence et des informations à la Chambre ainsi qu'aux autorités de l'État pertinents. Monsieur McDonald interrompant, je fais référence à Monsieur Gbagbo, précisément, dans ce contexte. Ne pas se déplacer en dehors des limites territoriales de la municipalité de sa résidence sans l'accord explicite de la Chambre. Remettre tous les documents, tous les papiers, y compris son passeport au greffe. Faire l'objet d'une surveillance policière dans son lieu de résidence ou à titre subsidiaire, porter un bracelet électronique. Regardez-lui là. C'est ton camarade. Un GPS. Non, c'est que la liberté Par exemple. est propre. Se présenter sur une base hebdomadaire aux autorités policières de l'État où l'accusé est mis en liberté. Chers Africains, chers Ivoiriens, c'est confirmé. Là, vous en avez dit là. Fournir des garanties suffisantes pour garantir sa comparution devant la Cour. Le montant et le mode de paiement doivent être déterminés par la Chambre. Déterminer de concert avec le greffe et l'État en question si nécessaire. Nous estimons que même si l'accusé est indigent, peut recueillir les fonds nécessaires qui peuvent être déposés auprès du greffe en tant que garantie. Montant qu'il perdrait, qu'il pourrait perdre si l'une ou l'autre des conditions ne sont pas respectées. Il y a évidemment la détention, mais il y a aussi la possibilité de saisir ces sommes. Pour minimiser le risque d'entraver ou de faire obstacle à la procédure par M. Gbagbo ou par ses sympathisants, l'accusation demande à ce que les conditions suivantes lui soient imposées par la Chambre. Qu'il s'abstienne de contacter, soit directement ou indirectement, les témoins de l'accusation qui ont déposé dans le cadre de cette affaire. Et si vous m'autorisez à passer à l'huis clos partiel, très brièvement, j'aimerais aborder une autre question. Le président passe en huis clos partiel. Bon, chers Ivoiriens, vous avez vu, hein, la liberté provisoire ou bien acquittement, là, c'est confirmé. Nos cas choisissent ce qu'ils veulent, quoi. De toute façon, où ils sont les deux parties, là, c'est clos. Le débat est clos. On ne discute plus. Moi, j'attends seulement ce qu'ils vont dire, comme ils vont prendre comme décision. Sinon, c'est déjà pris. La décision est positive. Voilà. C'est confirmé, hein, chers Ivoiriens. Tout est confirmé, tout est dit. Voilà. Maintenant, pour ceux qui aussi, celui-là qui parle de Blé Goudé a pris ça, Blé Goudé a pris ça, on ne juge pas Blé Goudé de faux papiers. On dit qu'il a commis des crimes contre l'humanité. Donc tout ce qu'il rencontre là, c'est pour faire passer le temps, il n'a pas d'argument. C'est ça qui est la vérité. Maintenant, ceux qui disent que Gbagbo n'a pas signé, il n'est pas le président du FPI, bon, ils sont là, ils parlent pas. La greffière d'audience, nous sommes en audience publique, monsieur le président. Le président, merci.
Monsieur MacDonald. Monsieur MacDonald, oui, pardon. Donc, lorsque je parle de contact, il y a une exception évidemment, les contacts avec les conseils autorisés à le représenter devant cette cour et en conformité avec les protocoles pertinents, notamment le protocole numéro 49 qui concerne la divulgation de l'identité des témoins de l'autre partie et l'utilisation d'informations confidentielles dans le cadre de la procédure ou des enquêtes. Autre condition, j'évoque d'abord la condition et je vous expliquerai pourquoi. Qu'ils s'abstiennent de faire des déclarations publiques directement ou indirectement relatives à l'affaire, ni se mettre en contact avec le public ou la presse concernant cette affaire. Pourquoi de telles conditions? Eh bien, je vous donne un exemple. Au-delà du fait que des foules importantes peuvent se réunir et que cela peut avoir un impact sur l'état hôte, je vous donne un exemple. Aujourd'hui, un livre sera publié. Il contient des conversations entre M. Gbagbo et un auteur. Mais ça, il y a quoi à voir dedans? S'intitule Livre pour la vérité et la justice. Je vais citer en français. Je ne sais pas si toi tu es... And this is about the integrity of the Et il est question de l'intégrité de la procédure. À notre sens, la question n'est pas simplement une question de liberté d'expression. ont su retourner complètement la situation. Mes adversaires croyaient avoir gagné et avoir utilisé la Cour pénale internationale à leur profit. Il apparaît désormais qu'ils ont tout à perdre à un procès. Parce qu'un procès révélera la vérité. Ils sont coincés. C'est là l'un des grands mérites d'Emmanuel Altit et de son équipe, avoir compris immédiatement quelle avait été la réalité sur le terrain et être parvenu à la donner à voir aux juges. Ils ont détruit la preuve du procureur. Désormais, tout le monde sait que les éléments présentés par le procureur au soutien de ces allégations ne résistent pas à l'analyse. Non, c'est Babo qui a écrit ça. Enfin, ils ont montré le parti pris du procureur qui va avec le vent que soufflent les grandes puissances. Now, like I said, and if you look... Comme je l'ai indiqué, lorsque vous examinez la règle 119, à la règle 119, il y a une liste de conditions, mais cette liste n'est pas exhaustive. La Chambre a le pouvoir de restreindre certaines limites. Le juge président, nous avons la maturité juridique nécessaire pour savoir comment nous devons agir. Monsieur MacDonald poursuivant, nous considérons que ce genre de propos ne devrait pas être autorisé. Pourquoi? Eh bien parce qu'ils ont pour but d'influencer la procédure, ou ils pourraient avoir une incidence sur des témoins futurs. Ces propos sont tenus à dessein, et ce pour influencer. C'est pourquoi nous avons le devoir de minimiser ce risque. C'est pourquoi nous proposons des conditions relatives à cette question. Permettez-moi maintenant d'aborder la dernière condition que la Chambre devrait imposer. Eu égard à la capacité de M. Gbagbo à attirer des foules importantes de sympathisants pour soutenir sa cause et participer à des manifestations publiques, l'accusation demande à ce que M. Gbagbo ne soit pas autorisé à parler lors de rassemblements,
publics ou de meetings, car ceux-ci peuvent être utilisés comme moyen d'influencer la procédure devant la Cour. Tout État hôte accueillant M. Gbagbo devrait gérer ces mouvements en public, ainsi que le risque à l'ordre public que des foules de sympathisants pourraient poser, que ce soit à La Haye ou dans un autre pays. M. Gbagbo est un ancien président. M. Gbagbo exerce une influence. Sa personnalité, ses idées sont suivies par un nombre important de sympathisants. Par conséquent, la Chambre doit tenir compte de cette réalité. C'est inévitable. Tout État susceptible de l'accueillir pourrait avoir à subir ce genre de pression. Permettez-moi maintenant de me pencher sur la situation de M. Blé Goudé. Et j'évoque ces questions à titre subsidiaire, étant donné que M. Blé Goudé a déjà tenté par le passé d'utiliser de faux papiers, y compris de faux passeports, pour éviter de se faire arrêter. Nous estimons que cela justifie l'imposition de conditions encore plus strictes à sa mise en liberté provisoire éventuelle, beaucoup plus strictes que celles qui seraient imposées éventuellement à M. Gbagbo, et ce pour atténuer les risques de soustraction à la justice. Je ne vais pas évoquer les conditions qui sont communes aux deux, je vais simplement parler des conditions qui s'appliquent à lui précisément. S'il devait être mis en liberté provisoire, il ne devrait pas dépasser les limites d'une municipalité. Il doit également être surveillé par la police dans son lieu de résidence, où l'on devrait lui imposer un bracelet électronique. Les conditions sont les mêmes. Nous demandons à la Chambre de lui imposer la condition suivante, de se présenter devant les forces policières 2 fois par semaine, s'il devait être mis en liberté provisoire. On lui imposait un couvre-feu quotidien entre 23h et 6h du matin, où il devra rester dans sa résidence pendant ces heures-là. On lui poserait également les mêmes conditions pour ce qui est de mise en liberté sous caution. Sinon, les autres conditions continuent de s'imposer, et ce pour minimiser le risque de fuite. La seule différence, c'est qu'ils doivent se présenter devant les autorités 2 fois par semaine, et le couvre-feu également. Permettez-moi maintenant d'aborder la question de l'obstacle qu'il pourrait faire à la procédure. Et je vous expliquerai pourquoi cela est pertinent s'agissant de M. Blé Goudé. Et je parlais de la condition relative à des déclarations publiques et des contacts avec le public ou lors de tout contact avec la presse en ce qui concerne l'affaire qui nous intéresse. L'accusation rappelle que lors de la dernière audience en novembre dernier, à la majorité, M. Blé Goudé n'a pas été autorisé à faire une déclaration non assermentée. Mais immédiatement après l'audience, le texte de la déclaration qui n'a pas été faite sous serment a été publié par des médias sociaux. Comment est-ce que cela a pu se produire? Eh bien, évidemment, M. Blé Goudé n'a pas accès à Internet depuis le centre de détention. À notre connaissance, en tout cas, il n'a pas accès à Internet. Et de notre avis, il y a là un exemple qui montre que M. Blé Goudé a enfreint, en tout cas, l'esprit de la décision prise à la majorité. Et il s'est servi des médias sociaux pour outrepasser l'esprit de la décision président à la décision de la Chambre, l'esprit de la décision de la Chambre, pour communiquer son message politique à ses sympathisants. Les 2 autres conditions que je viens d'indiquer devraient
continuer de s'appliquer. Donc, il devrait s'abstenir de tout contact avec des témoins directs ou indirects dans cette affaire, et ce que j'ai évoqué en audience à huis clos partiel également, s'agissant de M. Gbagbo. Sinon, le volume là, j'ai vraiment assez nous avons vu augmenté. dans Regardez, le cadre de cette affaire que M. Blé-Goudé a à l'évidence la capacité d'attirer des foules importantes de sympathisants. Voilà. Il n'est pas nécessaire d'avoir ce qu'on appelle des flash mobs pour mobiliser des foules importantes. Il n'est pas nécessaire de faire cela, ou d'organiser ce genre de foule spontanée devant la résidence où M. Blé-Goudé pourrait être présent. Il est important de rappeler la décision que nous a rappelé la Chambre s'agissant de la règle 119.4. Toute violation des conditions établies par la Chambre pourrait se traduire par une révocation de la décision relative à la mise en liberté provisoire. Permettez-moi de conclure maintenant en rappelant que l'accusation continue de s'opposer à la mise en liberté provisoire de M. Gbagbo et de M. Enfin, nous continuons de nous opposer à la mise en liberté provisoire de M. Gbagbo, et ce avant que la Chambre ne se prononce sur les requêtes en abandon des charges, parce qu'elle estime que les circonstances n'ont pas changé. Nous nous opposons à la mise en liberté provisoire de M. Blé-Goudé. Il s'agit de sa première requête, parce qu'il pose un risque de fuite, eu égard à son comportement par le passé. Toutefois, si la Chambre devait décider d'ordonner la mise en liberté provisoire de l'un ou l'autre, ou les deux accusés, les conditions que je viens d'évoquer à l'instant devraient à tout le moins être imposées dès l'instant où ils bénéficieront d'une mise en liberté provisoire. Je voudrais maintenant aborder une autre question qui pourrait s'avérer pertinente, nous ne le savons pas, et nous le saurons lorsque la Chambre aura rendu sa décision. En tout état de cause, si la Chambre devait décider de procéder à la mise en liberté provisoire des accusés, avec ou sans condition, l'accusation demande alors à ce qu'il y ait un effet suspensif à cette décision, et ce, pour permettre à l'accusation de déposer d'interjeter appel de la décision octroyant la mise en liberté provisoire, et ce, conformément aux articles 82.1b du statut et de la règle 154, paragraphe 1 du règlement de procédure et de preuve. Et si l'accusation devait décider d'interjeter appel de la décision, on attendra donc l'arrêt de la Chambre d'appel sur la requête de l'accusation aux fins d'octroyer un effet suspensif en application de l'article 82.3 du statut et de la règle 156.5 de la règle. Nous demandons également une suspension de la décision relative à la mise en liberté provisoire des accusés, en attendant un arrêt éventuel de la Chambre d'appel, pour faire en sorte que l'arrêt de la Chambre d'appel ne crée pas une situation irréversible ou une situation qui serait difficile à corriger, voire irréversible, et sans doute irait à l'encontre du sens même de l'appel. Je fais référence à la décision porte référence ICC 0105-0113, décision 718. L'accusation met en exergue le fait que la Chambre de première instance n'est pas tenue d'autoriser l'effet suspensif qui est un pouvoir réservé à la Chambre d'appel. En revanche, l'accusation demande simplement à la Chambre de première instance de prendre des mesures nécessaires pour éviter que les pouvoirs de la Chambre d'appel soient compromis. La Chambre de première instance dans l'affaire Lopanka avait ce pouvoir, a reconnu ce pouvoir lorsqu'elle a ordonné la mise en liberté provisoire de l'accusé, voire la décision ICC 0104, 0106, 2536. Nous sommes tout à fait au courant de
la décision CAR, article 70, rendue par Monsieur le Président, et nous rappelons que l'affaire, que la Chambre préliminaire avait décidé que la question n'était pas d'actualité, n'était plus pertinente. En l'occurrence, pour éviter un scénario similaire, nous vous rappelons ou nous proposons à la Chambre d'accorder un avis à l'accusation un délai de 5 jours. Le juge président interrompant, comme je vous l'ai déjà indiqué, la Chambre est tout à fait consciente et connaît le droit. Monsieur McDonald, je vous remercie, Monsieur le Président, j'en ai terminé. Le juge président, je vous remercie. Les représentants des victimes maintenant. Thank you, Your Honor. Merci, Monsieur le Président. Je pense que je n'en aurai pas plus que 10 à 15 minutes, donc nous pourrons faire une pause vers 11h30. Le Président, nous ferons une pause lorsque nous décidons de faire une pause, Maître. Merci. Maître Massidanon, j'essayais tout simplement de faire preuve d'amabilité et d'informer la Chambre et les juges de la Chambre de ce que j'avais l'intention de faire pour présenter mes arguments. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, les victimes que je représente dans cette affaire ont appris avec une certaine préoccupation que cette audience allait avoir lieu aujourd'hui. Leur préoccupation principale vise le fait que cette demande présentée par les équipes de la défense qui avaient demandé un acquittement, ces requêtes sont encore pendantes et ils comprennent que l'audience d'aujourd'hui sera peut-être une audience où les accusés pourraient être acquittés. En ce sens, la représentation légale des victimes est tout à fait d'accord avec le point de vue exprimé par Madame la juge Herrera Carbuccia dans son opinion dissidente, suivant laquelle la Chambre devrait se concentrer pour le moment et déployer ses efforts pour trancher les requêtes de la défense aux fins d'acquittement et que cette audience risque, pour reprendre les termes de Madame la juge Carbuccia, de prédéterminer ou de sembler prédéterminer des questions relatives aux requêtes encore pendantes. Qui plus est, la dernière décision rendue par la Chambre, eu égard à la mise en liberté provisoire, a été rendue le 20 avril 2018, à savoir moins de 9 mois. Et cela donc correspond tout à fait à la limite d'une année prévue par la règle 118.3 du règlement qui a été rappelée par la majorité lors de la convocation de cette audience au paragraphe 9. À cet égard, j'aimerais également insister sur un fait, à savoir la Chambre a un véritable devoir vis-à-vis de toutes les parties et participants. Le devoir étant de faire en sorte d'avoir un procès rapide et d'éviter des arguments non étayés, et cela a été indiqué par cette Chambre dans sa dernière décision en eu égard à la mise en liberté provisoire, décision rendue le 20 avril 2018, et j'ai fait référence à la décision 1156 dans sa version expurgée et plus précisément au paragraphe 32 de cette décision. Permettez-moi, Monsieur le Président, de mettre en exergue un fait. Cette audience a été organisée avec très peu de préavis, ce qui fait que nous n'avons pas pu consulter en bonne et due forme nos clients, ce qui est particulièrement regrettable et fâcheux de mon point de vue, parce que la règle 119, dans son paragraphe 3, règle du règlement de preuve et de procédure, dispose de façon explicite que la Chambre demandera les points de vue ou essaiera d'obtenir les points de vue des victimes, non seulement des victimes qui participent, mais également des victimes qui ont communiqué avec la Cour en l'espèce,
et que cela doit être fait avant de modifier toute condition de restriction de liberté des accusés. Au vu de la situation, je me permettrai de vous rappeler que la possibilité de voir octroyer à M. Gbagbo une mise en liberté, même avec des conditions, est une raison de préoccupation grave pour les victimes qui ont participé, qui craignent en fait des répercussions immédiates au vu de la situation politique qui prévaut en Côte d'Ivoire et au vu des menaces dans leur quotidien et au vu du fait qu'il faut prendre en considération les élections générales qui vont être organisées en 2020. Cela est d'autant plus vrai aujourd'hui puisque la Chambre a l'intention de discuter de la détention continue des deux, ou de la poursuite, du maintien en détention plutôt des deux accusés. Nous avons eu 2 jours pour nous préparer à cette discussion fort importante. Et ces 2 jours n'ont pas suffi à la représentation légale des victimes pour consulter de façon exhaustive leurs clients, pour prendre en considération leur point de vue et leurs préoccupations, puisqu'il s'agit de centaines de victimes que nous représentons. Et nous aurions aimé leur demander leur point de vue au sujet du maintien en détention des 2 accusés, et notamment au sujet des conditions en application de la règle 119.1. Quoi qu'il en soit, je pense qu'il n'est absolument pas approprié de parler dans cette étape de la procédure de la mise en liberté possible des accusés. Qui plus est, je considère qu'il n'est pas approprié et qu'il est même préjudiciable et néfaste pour les intérêts de mes clients de présenter des observations eu égard aux modalités d'une mise en liberté provisoire, des observations au sujet de l'identification des États qui pourraient éventuellement accueillir les accusés, ainsi que les conditions qui devraient être appliquées, telles que cela est demandé dans l'ordonnance présentée par la majorité. Il s'agit d'une discussion qui est absolument théorique et nous ne pouvons pas demander aux victimes de prendre en considération, dans le vide le plus absolu, des arguments au sujet des questions identifiées par la majorité des juges. À mon humble avis, cette approche n'est absolument pas conforme au libellé de la règle 119 du règlement de procédure et de preuve qui, de mon point de vue, exige que l'on sache quelle condamnation pourrait ultérieurement être imposée sans pour autant pouvoir exprimer le point de vue des victimes concernées. Il me semble que cela est une condition préliminaire pour les victimes qui doivent pouvoir exprimer leur point de vue de façon concrète. Alors, je suis tout à fait d'accord en principe avec les types et modalités de conditions qui ont été énoncées par le bureau du procureur. Mais je souhaite réserver les droits de mes clients qui souhaiteraient ultérieurement intervenir à nouveau. Je souhaiterais pouvoir les consulter en bonne et due forme pour que des propositions concrètes en matière de mise en liberté provisoire soient présentées, et cela inclut également l'identification de l'État où les accusés pourraient être mis en liberté. Quoi qu'il en soit, et eu égard aux conditions, j'aimerais rappeler la décision de la Chambre du 26 septembre 2017. Il s'agit de la 11e décision relative à la détention. J'aimerais également rappeler la décision numéro 1038 dans sa version expurgée, et plus précisément les paragraphes 72 et 73 de la dite décision, qui traite de certains des facteurs qui ont d'ores et déjà été identifiés par la Chambre, facteurs qui devraient être pris en considération eu égard à une mise en liberté provisoire. Et notamment, je pense aux conditions A et B de la dite décision. La première de ces conditions qui octroierait aux accusés, qui ferait en sorte que les accusés devraient être présents au procès. Il est également question d'équité de la procédure, d'équité de conduite rapide de la procédure, et B, les conditions qui garantiraient que les accusés ne vont pas s'immiscer dans la
procédure en cours et nous pensons que cela doit de toute façon inclure dans toute mesure qui serait octroyée la sécurité ainsi que le bien-être des victimes. Et je fais référence notamment au paragraphe 1, petit b et petit c de la règle 119. En dernier lieu, je marque également mon accord avec l'argument présenté par l'accusation eu égard à l'applicabilité de l'article 58A du statut qui dispose que la détention reste nécessaire au terme des articles 58.1, petit b, petit e et 2 et article 62 du statut. À notre avis, la situation n'a absolument pas été modifiée depuis la décision rendue le 20 avril 2018, eu égard à M. Gbagbo. Il ne semble pas qu'il y ait de changement de son état de santé et nous n'avons pas reçu de mise à jour de son rapport médical. Nous n'avons pas reçu de nouveau rapport depuis le mois d'avril 2018. À mon avis, le fait que la Chambre a entendu des arguments et doivent maintenant trancher eu égard aux requêtes présentées par les équipes de la défense, qui étaient des demandes aux fins d'acquittement, ne constitue pas un facteur qui devrait ou pourrait justifier une mise en liberté avec ou sans condition. Je réitère donc le fait qu'il n'y a aucune raison de poursuivre la discussion. Le Président, je pense que nous devrions poursuivre jusqu'à midi, ensuite prendre la pause déjeuner et revenir si cela est nécessaire. Et je me donne la parole à Maître Alti. Je voudrais vous indiquer que je vais essayer de terminer à midi. Je n'en suis pas sûr. Je pourrais peut-être dépasser un petit peu, mais je vais faire mon possible pour vous dire le plus de choses en un minimum de temps. On ne parle pas beaucoup. Just go ahead. In the afternoon, we will have... Le juge président, allez-y. Cet après-midi, nous aurons un volet d'audience d'1 heure et demie, voire de 2 heures maximum. Le juge mais j'aimerais qu'on en termine aujourd'hui, à la fin de l'après-midi. C'est tout, on termine aujourd'hui. Et puis on avance. Il n'y a même pas pause, même votre pause là. Il n'y a pas pause. Il faut prendre des gens qui t'échient. Il faut prendre position. Même il ne faut pas que le maître arrive à parler. Il faut dire, bon, Gbagbo, Blé, ils sont libérés et puis à faire les dailles. Voilà. Et puis ils sont fatigués. C'est à côté les mêmes bêtises que vous venez rentrer et sortir. Si vous pensez que c'est les enfants, vous êtes. Regardez son nom, vous allez prendre grave. Et à lui là, la vilaine barbe là. Monsieur le Président, Madame, Monsieur les juges, vous avez organisé le présent débat dans le cadre du réexamen de la détention prévu à l'article 63 et aux règles 118 et 119 du règlement de procédure et de preuve. La présente audience s'inscrit donc dans le cadre de la discussion commencée lorsque nous avons initié nos demandes de mise en liberté provisoire et en particulier commencé lorsque nous avons déposé notre demande en liberté provisoire le 27 avril 2012. Pour mémoire, c'était l'écriture 105. Ce qui va rappeler ce cadre va nous permettre à nous, défense de Laurent Gbagbo, de vous faire des propositions sur la base de ce que nous avons déjà obtenu, d'autorité étatique dont je vous dirai un mot un peu plus tard. Alors, tout d'abord, quelle est la position du problème? La défense note en premier lieu que le procureur demande la prolongation du maintien en détention
sans apporter de véritables éléments qui en justifieraient la nécessité actuelle. Autrement dit, il ne démontre pas à votre chambre que ce maintien en détention serait indispensable aujourd'hui pour éviter tel ou tel risque. Il se contente de remarques générales. Or, en aucun cas, le procureur ne peut rester les bras croisés et affirmer que rien n'a changé. Pourquoi? Parce que c'est à lui qu'il appartient de prouver que la détention de Laurent Gbagbo serait nécessaire, de prouver que les risques prévus à l'article 58.1 du statut existeraient bien. Et qu'est-ce que ça veut dire, exister bien? Ça veut dire exister de manière concrète, naturellement. C'est la lecture que nous faisons de l'article 58, et c'est la seule lecture de cet article compatible avec les principes essentiels du droit, lesquels principes prévoient que, du fait de l'existence de la présomption d'innocence, la liberté est la règle et la détention l'exception. La détention, parce qu'elle est une atteinte grave et lourde aux droits de l'individu, doit être absolument justifiée par l'existence d'un risque actuel et vérifié. Et c'est à celui qui réclame à l'encontre d'un individu la détention de prouver l'existence d'un risque actuel et vérifié. Ceci signifie qu'il est interdit de s'en tenir à des suppositions, de s'en tenir à des supputations, à des hypothèses ou des déclarations d'ordre général. Pourquoi? Sous peine de réduire à néant le principe selon lequel la liberté est la règle et la détention l'exception. Et même, lorsqu'une chambre d'appel déclare, et je cite, « La question touche à la possibilité et non à la certitude qu'un événement survienne à l'avenir. » Fin de citation, c'est dans l'affaire Katanga, c'est l'écriture 572 du 1er avril 2009. Cela ne veut pas dire, et c'est évident, qu'il suffirait au procureur de prétendre à l'existence d'un risque, sans rien prouver, pour que les juges le suivent. Cela ne veut pas dire, et c'est évident, qu'il suffirait au procureur de faire état d'un scénario hypothétique pour que, automatiquement, ce scénario soit considéré par les juges comme pouvant se réaliser. Au contraire, la nécessité d'une démonstration demeure. La nécessité d'une démonstration fondée sur l'existence d'éléments concrets, évidemment. L'accusation doit démontrer l'existence d'un risque actuel et vérifié. Un risque démontré de manière matérielle. Pas des mots. Raisonner autrement serait ouvrir la porte à des détentions provisoires sans limite. Des détentions provisoires qui dureraient la vie entière. Qui seraient fondées
le droit d'aller et venir, le droit à la liberté, est indissolublement attaché à chacun, sauf si une personne a été condamnée. Et ce n'est pas le cas ici. Laurent Gbagbo est présumé innocent. Sa détention ne peut être alors qu'une mesure exceptionnelle. Et encore, elle doit être pesée à l'aune d'autres facteurs tels que la durée de la détention, l'âge, l'état physique et toutes sortes d'autres facteurs. Vous devez, pensons-nous, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, exiger du procureur qu'il prouve la nécessité du maintien en détention. Et vous avez, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, toute l'attitude pour le faire, toute l'attitude pour vérifier et contrôler ce que l'accusation avance. Autrement dit, vous devez, de notre point de vue, non seulement vérifier si l'accusation démontre ou pas que les conditions de l'article 58.1 sont réunies, mais aussi vérifier si les principes fondamentaux du droit n'exigent pas la mise en liberté. Donner des cœurs à mettre à titre, quand même. Nous parlons ici d'un droit essentiel de l'individu, la liberté. Et c'est le cœur de votre fonction de juge de protéger ce droit. Vous devez donc, pour décider ou pas d'une détention provisoire, utiliser le cadre posé par le statut d'une manière qui vous permette d'éviter toute atteinte injustifiée aux droits fondamentaux de l'intéressé. Toute autre approche serait contraire aux principes de justice et de respect des droits humains qui sous-tendent l'existence de la justice pénale internationale. C'est pourquoi il est crucial, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, que le procureur apporte des éléments justifiant du maintien en détention, justifiant aujourd'hui du maintien en détention, et non pas simplement qu'il renvoie à des éléments qu'il avait déjà présentés il y a 9 mois, il y a 2 ans, il y a 5 ans. C'est aujourd'hui que la Chambre doit se décider, c'est sur la base de la réalité d'aujourd'hui, qu'une telle décision doit être prise. N'importe quoi. Dans le même esprit, la Chambre elle-même ne peut simplement renvoyer à ses décisions antérieures. Mais, pensons-nous, doit vérifier l'existence d'un risque réel au moment de la décision. Et c'est ce que rappelait la Chambre d'appel dans la présente affaire. Et je cite. Tiens, chef, tiens là de toi. Ouais. Ce qui est crucial, c'est qu'une chambre soit satisfaite au moment de son évaluation. Je répète, au moment de son évaluation, qu'il existe des raisons justifiant de la détention. À cet égard, une chambre ne peut simplement renvoyer à des conclusions dans des décisions antérieures sans être satisfaite que la preuve ou l'information qui sous-tendait ces conclusions soutiennent encore
les conclusions faites au moment de l'évaluation, Je devais prendre la part du juge président. les références, « 992, paragraphe 39. Vraiment. Je vais le couper ou bien voir. Il faut semblant. Il faut semblant. Permet à titre les bombardes sont des faits ils font des effets semblants. Il faut semblant. Ce pays, c'est pas la peine. C'est ma TV. Ah bon. Comment c'est ma TV? Ça a l'air nouveau là-bas, c'est pas ma TV. Ils ont bloqué. Kuma Bana. Quand ça revient dans le logis, il va dire bon, ok, il libère l'argent qui était ici. C'est moi, je vais le voir. Je ne pense pas que ça soit ma TV. Excusez-moi. Ça a l'air nouveau. C'est la même, c'est des sorciers, quoi. Il n'y a pas de section. Non, c'est pas à mon niveau. Ça a l'air nouveau. Les plaisantants comme ça, vraiment, ce pays, c'est pas la peine. C'était salle d'audience 2. On dit il n'y a pas de section. Voilà. Une, j'ouvre ici des guillemets, prédétermination, prédétermination, je ferme les guillemets, du fond de l'affaire. Parce que sinon, une chambre ne pourrait jamais prononcer de décision de remise en liberté avant le jugement final d'une affaire. C'est bien évident. J'en arrive à mon second point, Monsieur le Président, Madame, Monsieur. Il s'agit de constater ensemble qu'aucun élément ne justifie la détention. Il convient de constater
que le procureur n'a pas été capable de démontrer l'existence d'aucune des conditions mentionnées à l'article 58.1 qui pourrait justifier la maintien en détention de Laurent Gbagbo. Premièrement, concernant l'article 58.1a, 1a, il est reconnu par toutes les juridictions internationales traitant de droits humains qu'une détention ne peut se justifier que s'il existe une suspicion raisonnable, que la personne a commis les crimes qui lui sont reprochés. C'est ce que rappelait la CEDH. Et je cite: la persistance de raisons plausibles de soupçonner l'individu arrêté d'avoir commis une infraction est une condition essentielle à la légalité du maintien en détention de l'intéressé. Fin de citation. C'est dans Mamadov contre Azerbaïdjan, dans le jugement du 22 mai 2014, au paragraphe 90. Et c'est aussi le point que vous souleviez, Monsieur le Président, le 20 avril 2018. C'est l'annexe à l'écriture 1156, paragraphe 8. Et je vais faire une traduction personnelle, si vous permettez. Je cite: le caractère raisonnable de la suspicion qui avait conduit à l'arrestation initiale et à la détention subséquente doit être le sujet d'une évaluation continue et doit être examiné dans le cadre de toute demande de remise en liberté. Fin de citation. Or, sur ce point, la Chambre pourra aisément constater, après avoir lu les soumissions non-lieu totales que la défense a déposées le 23 juillet 2018, et après avoir entendu les soumissions orales de la défense présentées les 12, 13 et 14 novembre dernier, que le dossier du procureur ne permet pas de fonder une suspicion raisonnable pouvant justifier la détention. Deuxièmement, concernant les conditions de l'article 58.1b, Monsieur le Président, Madame, Monsieur, posons-nous la question de savoir si